Je reçois parfois des commentaires un petit peu surpris de votre part concernant des sujets de vidéo, que ce soit ceux que je traite ou ceux que je ne traite pas. Et en l'occurrence, pas mal d'entre vous étaient étonnés que je n'ai jusqu'ici jamais vraiment évoqué sur ma chaîne X et Pearl, tous deux du réalisateur Ty West, et qui étaient pourtant des représentants importants du cinéma d'horreur américain de ces dernières années. Eh bien, la raison de cette absence sur ma chaîne n'a rien à voir avec la qualité de ses œuvres, mais elle est malheureusement toute bête. Question de timing. J'ai en quelque sorte loupé la fenêtre durant laquelle j'aime parler d'actualité généralement, et j'attendais une nouvelle occasion de rattraper le coup. Cette occasion est désormais arrivée puisque la suite et fin de la trilogie initiée avec X débarque enfin sur nos écrans le 31 juillet. Et grâce à Sens Critique et à Condor Film, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première ainsi que de rencontrer Ty West en personne le temps d'un échange ma foi fort intéressant. Du coup, on va récapituler tout ça ensemble. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Maxine. Donc, Maxine est le troisième volet de la trilogie initiée par Ty West avec X, avec lequel il partage son personnage principal. Maxine, donc, toujours campée par l'impressionnante Mia Goth, qui incarnait également un autre personnage dans la saga, Pearl, qui apparaît dans X et à qui le film du même nom, Pearl donc, deuxième de la trilogie, est consacré. Pour ceux qui débarquent mais qui n'ont vu aucun des trois films, ça peut être un petit peu difficile à suivre. Si c'est le cas, sachez que j'hésite à vous proposer un épisode du Bestiaire de l'horreur sur Maxine. Si c'est quelque chose qui vous branche, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Donc, nous suivons à nouveau Maxine qui, après les événements de X, a continué dans le porno au point d'en devenir une star assez importante. Mais elle rêve toujours de grandeur, de briller beaucoup plus fort, de devenir une véritable star planétaire. Et une occasion en or va donc se présenter en 1985. Un casting pour interpréter l'héroïne de La Puritaine 2, la suite d'un petit succès du marché vidéo devenu culte depuis. Même si ce n'est a priori qu'un petit film d'horreur, Maxine y voit l'occasion de débuter sa vraie carrière. Seulement voilà, alors que tout semble bien se passer, un tueur en série commence à s'en prendre à ses amis les plus proches, et comme si cela ne suffisait pas, quelqu'un semble avoir fait le lien entre elle et le massacre du Texas du premier film. Il se passe pas mal de choses dans ce troisième film que j'ai trouvé extrêmement riche. Et pour cause, comme ses deux prédécesseurs, il se déroule à une époque bien précise, à laquelle il emprunte beaucoup. Cette fois, ce sont les années 80, et plus précisément 1985. Et forcément, cela amène pas mal d'éléments intéressants à exploiter pour Ty West. Déjà, l'idée d'une intrigue qui se déroule en plein dans le Hollywood de l'époque a pas mal d'avantages. Au-delà du film dans le film, de la mise en abîme et de tout ce que cela peut sous-entendre, c'est également l'occasion de mettre en place une petite reconstitution avec certains lieux complètement fous. Le Los Angeles crade de l'époque offre pas mal de possibilités là-dessus, les peep shows, les ruelles sombres, le Sunset Boulevard en pleine nuit, les vidéoclubs spécialisés, les boîtes de nuit alternatives un petit peu punk, les immeubles sordides, les baraques de riches de Hollywood et bien sûr, les décors de films eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une utilisation vraiment géniale de la maison de Psychose. Cette utilisation va souligner le lien qui existe entre Pearl et Maxine. Une espèce de filiation entre les deux personnages qui était bien sûr déjà évidente dans X, mais qui ici prend encore plus de sens. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur ce lien entre les deux personnages, car il donne une toute autre ampleur à cette saga, selon moi. Ce côté-là de Maxine est extrêmement réussi, et franchement, le film nous fait voyager. Certains décors sont complètement fous. Et bien sûr, cet aspect est largement complété par une bande-son à la fois appropriée et très variée, avec par exemple du bon vieux métal de l'époque. Et au-delà des goûts personnels de Ty West, cela va complètement dans le sens du discours du film. Maxine s'attarde beaucoup sur la critique morale, un thème que les films précédents abordaient également, de façon adaptée aux époques durant lesquelles ils se déroulent. Ici, 85, c'est le heavy metal qui se fait pointer du doigt, et le film prend plus particulièrement Judas Priest en exemple, avec des images d'archives et quelques clins d'œil, mais également le cinéma porno et le cinéma d'horreur, du sexe et de la violence. Voilà un combo qui horripile particulièrement les bigots et les perd la morale, et provoque des manifestations jusqu'à l'entrée des studios hollywoodiens, à tel point que les producteurs de La Puritaine 2 avaient peur de la polémique en engageant Maxine à cause de cela. Mais la réalisatrice a tenu bon et s'est battue pour que Maxine, de très loin la meilleure candidate pour le rôle, puisse jouer dans son film. Ce n'est qu'une des nombreuses façons de parler de ce sujet, qui est d'ailleurs l'un de mes thèmes de prédilection même sur la chaîne, avec mon émission Cinéma Interdit par exemple, et qui bien sûr, selon moi, est toujours valable aujourd'hui. Et voyons ce que Ty West m'a dit à propos de ça. It'll always be, there's always something. I think
you can look back on 1985 and say, I can't believe they were upset about a Prince song. You know, I can't believe they were upset about a Judas Priest song. And that seems very quaint now, because now it seems it's more topical to the times and it's something, whatever, more important to today. In the same way you can look back at Elvis dancing and people getting all upset about that. So it's always going to be a part of it. And anything that's sort of transgressive or controversial is always going to come with the reaction to it. And I think for a trilogy of movies that are kind of about how cinema is affecting the characters, especially from a time and place, you know, it would be dishonest to not include the backdrop of how people felt about, you know, in the 70s porn or in the early 1900s, the beginning of movies, and then in the 1980s, home video and sort of, I don't know, the messaging that people were assuming from a moral aspect was in these types of like subversive content. Les éléments de contexte des années 80 utilisés par Ty West ne s'arrêtent pas là. Il utilise avec brio le Night Stalker, véritable tueur en série qui sévissait alors pour justifier un climat d'insécurité qui règne auprès de la population, et notamment des jeunes femmes à Hollywood. Pareil avec les fameuses soirées chez des réalisateurs ou des producteurs, durant lesquelles il ne se passait pas que des belles choses, et dont, dans Maxine, les marginales ne reviennent pas. Actrices pornographiques et stripteaseuses se font inviter mais disparaissent ensuite, et sont retrouvées mortes. Difficile de ne pas y voir un discours féministe qui vient rejoindre à plusieurs reprises celui sur la morale. Dans les années 80, dans les secteurs artistiques entre autres, celles qui faisaient le plus facilement l'objet de ce genre de jugements moraux, c'étaient les femmes. Encore plus en ce qui concerne les prostituées, stripteaseuses, actrices de films X ou même actrices de films d'horreur. Souvent jugées, elles voyaient leur carrière dans le show business freinée, voire même carrément impossible. Il fallait correspondre au moule moral. Maxine explore de façon hyper intéressante le climat étouffant à Los Angeles à cette époque, mais donne également à son héroïne, Maxine, les clés pour réussir. Elle peut affronter ses censeurs, ceux qui cherchent à l'empêcher d'atteindre les sommets, et va le faire. C'est une belle métaphore, cette starlette aux dents longues prête à tout pour atteindre son objectif, et qui défonce littéralement la gueule à ceux qui se mettent en travers de sa route. Mia Goth y est encore plus impressionnante que dans les opus précédents, à mon sens, et se met le public dans la poche assez facilement. Pose, accent, mimique, attitude, outfit, elle est vraiment très cool et ancrée dans un Los Angeles des bas-fonds dans lesquels elle fait un petit peu office de reine. Elle connaît ses ruelles sombres, sait se défendre contre les agresseurs, ne fait pas confiance à la police et traîne dans les business les plus sombres à base de drogue et de sexe. Maxine a conquis ce monde-là avant de conquérir le Hollywood plus classique et visible. Et plus que jamais, ce film c'est autant le sien que celui de Ty West, comme le reste de la trilogie d'ailleurs. Voyons ce que Ty West m'a raconté sur l'importance de Mia Goth dans ses films. I mean, I think we met on X because she read the script for that movie and she wanted to be in it, and she was very hungry for the opportunity to, you know, not just be in that movie, but be the lead and take on the responsibility of a movie and to be seen as I think she was ready to be seen as someone who can do this and be thought of as a star, you know, and that determination and that sort of chip on her shoulder was very inspiring to me because, you know, I relate to that, and the character was very much like that. So it was a perfect fit. And then when I said, well, why don't you also play Pearl, that was an extension of it. And then when the idea to make the movie Pearl came up, you know, I said to her, well, there is no movie if you don't want to stay and do this. And she very much wanted to stay and do it. And I said, well, since I can't do this without you, we should do this together. And that's where the idea of collaborating on the story and everything came from. And then, you know, the success of these two movies leading to the third movie, you know, by the time we got to make this movie, she knows Maxine better than I do. You know, I'm creating scenarios and I'm creating plots and I'm creating like character arcs and things like that. But the actual inhabiting of her, it's not as if we're talking about the character off to the side anymore. It's like she, in many ways, is her. She's become that person. So, as she would say, I just sort of set up guardrails for her, and then she does her thing. She's a very kind of fearless and unpredictable performer, and so I just embrace it. C'est difficile de ne pas tomber sous son charme ou celui de son personnage, honnêtement. À la fois forte et menacée, intimidante et attachante, ou encore vulgaire et mignonne. Mais il y a d'autres personnages très marquants dans le film, comme le propriétaire du vidéoclub par exemple, ou encore celui de Kevin Bacon, que personnellement j'adore. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne rien vous spoiler, mais son combat contre Maxine prend une place importante dans le film, et Kevin joue de façon inattendue un personnage à la fois très vulgaire et propre sur lui, très intelligent et très con, très fort et très faible. Un ensemble de contradictions et une nouvelle allégorie de certains obstacles qui se mettent sur la route des stars en devenir. Le scandale, le chantage, la jalousie.
Mais surtout, il joue de façon grotesque et exagérée, et ce sont des caractéristiques importantes du film lui-même. C'est assumé par le film, et c'est rondement mené. Plus encore que les deux autres opus, Maxine ne lésine pas sur le ridicule, et propose des scènes cartoonesques qui marchent pourtant à mort. Les meurtres, par exemple, ne sont pas tant là pour dégoûter ou choquer. Ils sont très violents, mais toujours fun, toujours très graphiques, et ont souvent un petit quelque chose de drôle également. Serait-ce un écho à l'horreur américaine d'alors et ses slashers gore et rigolos qui n'hésitaient pas à y aller franco? Très certainement. Mais il y a un autre détail qui m'intéressait personnellement avec le film, car ce n'est pas le premier film de Ty West qui se déroule durant les années 80. L'un de ses films majeurs, The House of the Devil, se déroulait au début des années 80. Et lors du tournage, il avait utilisé que des technologies d'époque, histoire que le film colle vraiment à ce qui pouvait sortir au début des années 80. Et je me demandais donc comment il avait imaginé ce Maxine pour qu'il colle le plus possible à l'époque qu'il mettait en scène. Donc je vais poser la question directement. Yeah, in general, we just try to make it as real and authentic as we can. I think when you're making a period piece, particularly in the 80s, you want it to feel lived in, and you want it to feel like not like a parody of the 80s. You want to feel like you're actually there. And so one way to do that is to take something like the year 1985 and not populate it with things from 1985, because in real life, not every car and not every piece of clothing and not everything was from the summer of 1985. Most things were from the 70s, sometimes the 60s, the early 80s. And so I think mixing and matching that is what makes it feel lived in and authentic. And so, yeah, and I think trying to show a perspective of the 80s, because as it's become more popular, you tend to always see the very kind of commercial side of it. And you don't get to see the kind of like sleazier, darker underbelly that is, Hollywood. And so that was fun to get to recreate that. Yeah, and even with the comparison with Devil's House, it's more like 80. This is 85. There is some difference between that two periods. There is some difference between them. Oh, absolutely. I mean, one is a little bit more of a transition from the 70s, and the middle of the 80s, in particular in the States, was really at the peak of this sort of moral outcry about certain cultural and artistic things, such as like heavy metal music and violence in movies. And so there's a completely different energy. The excess of the 80s was in full swing, and the reaction to it was also in full swing. Okay. Pour conclure, Maxine est certainement mon film préféré de la trilogie, bien qu'il soit sans doute moins maîtrisé que les deux précédents, et notamment X, que je trouve meilleur chaque fois que je le revois. Maxine se laisse aller niveau fun et délire chelou, explore énormément d'idées, plus que ses deux prédécesseurs, est très riche et peut par conséquent parfois perdre son spectateur, surtout si celui-ci n'a pas toutes les références que Ty West explore avec générosité. Car oui, Maxine est ultra référencé, rempli de clins d'œil en tout genre, dissimulé dans ses dialogues, dans ses décors, ses costumes et ses maquillages, quand ils ne sont pas tout simplement balancés frontalement au spectateur. C'est à la fois une lettre d'amour à cette époque très particulière et à son cinéma, ainsi qu'un plaidoyer contre eux. Et cette double intention est hyper intéressante en termes de discours. On peut sentir tout l'amour que Ty West éprouve pour cette année-là, pour cet Hollywood en particulier, mais aussi ce qu'il lui reproche. Et c'est Maxine qui caractérise tout ça à merveille, avec ses qualités, ses défauts et sa façon bien à elle d'évoluer dans cet environnement. Alors certes, ce n'est pas sans défaut. Certains trouveront le film beaucoup trop grotesque, pas assez horrifique, difficile à suivre sur certaines idées, et seront peut-être déçus que d'autres ne soient pas assez exploités, telles que l'enquête en elle-même. Moi j'ai trouvé que c'était parfaitement dosé. Mais peut-être suis-je biaisé, car le film aborde certaines thématiques qui me parlent particulièrement et d'une façon qui avait tout pour me plaire. Avec des néons, une bonne dose de second degré et des musiques des années 80. Dans tous les cas, je ne peux que vous recommander d'aller le découvrir en salle dès le 31 juillet et de revenir me dire ce que vous en aurez pensé. À mon avis, que vous aimiez ou non, vous devriez vous amuser un petit peu. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.